Il y a de la matière encore aujourd'hui. Alors, la dernière fois, vous vous souvenez sans doute que nous avons pas mal travaillé sur la question de la cité-jardin, du modèle de la cité-jardin en Angleterre, avec Ebenezer Howard, qui est le concepteur de cette idée de cité-jardin, Garden City en anglais. Et je vous ai détaillé un peu sa manière de voir. Et j'avais insisté en particulier sur le fait que, pour lui, il s'agissait véritablement de création urbaine, hein, c'est-à-dire de création de villes nouvelles, si vous voulez, qui venaient donc s'ajouter à l'existant. Dans son esprit, il fallait précisément créer ces villes hors des conurbations et des grandes agglomérations que l'Angleterre connaissait déjà en cette fin du XIXe siècle. Voilà, j'insiste sur ce point, car lui, il imaginait donc des villes nouvelles, obéissant à ces critères que je vous ai décrits, d'environ 30 000 habitants, qui lui paraissaient une masse critique raisonnable pour envisager de donner suffisamment d'autonomie, notamment économique, à ces villes. À ses yeux, ces villes devaient, par les activités industrielles qu'elles réunissaient, par les services qu'elles offraient et par l'agriculture aux alentours, être en grande partie autosuffisantes. Ce qui n'excluait pas des va-et-vient entre ces villes et les anciennes villes, bien entendu, reliées par un réseau ferroviaire efficace. Voilà, je rappelle ça parce que nous allons voir aujourd'hui que les avatars, si j'ose dire, de la Garden City sur le continent, en France notamment, sur lequel on va passer pas mal de temps, sont tout à fait différentes. Et vous allez voir que ça devient plutôt des quartiers que des villes. Voilà ce point important à bien comprendre. Mais je n'ai pas terminé la dernière fois en vous montrant il me restait à voir avec vous, voilà où nous en sommes arrivés, mais la cité-jardin de Howard, nous allons voir maintenant comment, concrètement, très vite, quelques années à peine après la publication de ses premiers écrits, il se lance avec des architectes dans la création d'une véritable expérience pilote qui s'appelle Letchworth, au nord de Londres. Et ensuite, nous verrons donc, j'évoquerai la diffusion du modèle de cité-jardin en Europe de manière générale, mais simplement pour une évocation, et puis je passerai à la France et voir comment en France, depuis les premiers contacts avec Howard jusqu'aux années 30, a évolué l'idée de cité-jardin dans notre pays. Et si j'ai le temps, je conclurai avec une forme de transition intitulée « Les pacifistes et la capitale du monde », car vous allez voir que au moment même, c'est d'actualité, au moment même où l'Europe court à sa perte, en 1913, 1914, il y a des gens qui sont persuadés que la paix va se maintenir et qui œuvrent à ça. Il y a des mouvements pacifistes qui imaginent précisément une capitale, une sorte de capitale culturelle du monde qui serait à même de guider l'humanité vers ce qu'elle a de meilleur et en tout cas d'éviter la guerre qui menace, hein, car tout le monde sent en ce début des années 10 que les rivalités entre les grandes puissances européennes, Angleterre, Allemagne, France principalement, mais aussi l'Autriche-Hongrie, l'Empire russe, tout ça c'est menaçant de bien des choses. Et donc, il y a des gens qui se battent pour maintenir la paix. Pensez même à Jaurès, qui sera assassiné en juillet 1914. Voilà pour le programme. Alors, on se porte tout de suite, voilà, avec donc l'exemple de Letchworth, qui va être la première expérience concrète de cité-jardin. Letchworth, ça se trouve à environ 35 km au nord de Londres. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est la grande couronne londonienne. Mais à l'époque dont nous parlons, c'est encore la campagne, c'est encore des bourgades, des petites villes. Et c'est dans cet univers-là que Howard donc crée cette ville. Donc je vous ai dit la dernière fois que très vite, il crée une association une sorte d'association en vue de la création de cité-jardin, et il recrute des architectes pour travailler à ce projet.
le plus connu, qui va laisser son nom à ce modèle urbain, c'est Raymond Unwin, vous voyez le nom à l'écran, dont le nom est attaché justement à la création de Letchworth. Bon, alors donc, nous sommes en 1903. Ah oui, encore une petite remarque. Raymond Unwin, on a surtout retenu, en fait, ils ont travaillé à deux, hein, Barry Parker et Unwin. C'est ce duo qui a conçu Letchworth. Mais on a surtout retenu Unwin. Pourquoi? Parce que il a laissé aussi, non seulement ses réalisations, mais il a écrit des articles et surtout un livre qui va le faire connaître dans l'Europe entière. Donc vous voyez ici la première édition en 1909. Et c'est intéressant de noter le titre Town Planning. Donc c'est l'équivalent de ce que nous appellerons nous l'urbanisme. Vous voyez comment, hein, d'une langue à l'autre, il y a des glissements dans les mots, c'est parfois difficile de traduire des concepts. Donc ce que nous appelons l'urbanisme, et le mot est créé à ce moment-là en France, en 1911, est fondée la Société française d'urbanisme. Donc le mot urbanisme devient un concept officiel, bien précis, avec donc des attendus pratiques, tandis qu'en Angleterre on parle de town planning. Et vous voyez que bon, c'est intéressant la nuance entre les deux. De même qu'en Espagne, nous avons vu dans une séance précédente que c'était le mot urbanisation, hein, qui était l'équivalent. Donc selon la langue, vous voyez, le mot a des acceptions légèrement différentes. Mais vous remarquez aussi que c'est une introduction à l'art et au design, on pourrait dire, des villes et des suburbs, c'est-à-dire des banlieues. Les suburbs, les faubourgs de banlieue. Voilà, donc c'est ce livre qui va le rendre non seulement sa réalisation en Angleterre, mais aussi ce livre qui va se répandre. Et c'est intéressant de noter pour nous que en France, la première traduction sera préfacée par Léon Josely. Vous vous rappelez, Léon Josely, architecte urbaniste, qui, à l'époque dont nous parlons, vient de réaliser le plan de raccordement de Barcelone, que je vous ai montré en image, et qui va réaliser dans les années 20 le musée Salis à Bagnères. Donc il est architecte et urbaniste, il est surtout important dans l'histoire de l'urbanisme. Et donc lui, il préface la première édition française. Ça vous montre l'intérêt que ce livre suscite dans les milieux concernés, dans les milieux évidemment professionnels. Et la deuxième édition sera préfacée par un autre personnage dont je vous parlais aujourd'hui, Henri Sellier, qui est le maire de Suresnes et membre important du parti de la SFIO de l'époque, du Parti solide de l'époque, et qui devient, à la fin de la Première Guerre mondiale, le directeur des HBM, le président de la société des HBM du département de la Seine. Donc ça va être le grand maître d'œuvre, si vous voulez, de la politique de logement social qui va passer par la création notamment de cités-jardins dans la banlieue parisienne. Oui, le lien entre tout ça est intéressant à noter. Alors voilà une première approche de Letchworth. Vous voyez sur la carte à gauche la situation géographique générale. Nous sommes donc au nord de Londres, en partant d'une des gares centrales, King's Cross. Si vous connaissez Londres, vous devez connaître cette gare, qui est une des gares centrales, qui est la gare vers le nord de l'Angleterre, notamment. Alors voilà la situation de la ville de Letchworth, à peu près donc à 35 km, grosso modo, vers le nord. Et voici à droite le plan masse général de la cité-jardin de Letchworth. Et vous remarquerez que, bien entendu, comme il est prévu dans le concept de cité-jardin, la ville comporte à la fois la ville elle-même, ici en vert, vous voyez, ça c'est le territoire urbain, ou la partie du territoire qui est dévolue à la ville nouvelle, et en noir, vous voyez les limites du domaine général, hein, qui porte le nom de Letchworth, City Garden. Garden City, pardon. Remarquez la proportion entre les deux. C'est environ 1/3, 2/3. Donc la ville est censée occuper 1/3 du territoire et les territoires restés agricoles
environ les 2/3. Dans le schéma théorique de Howard, la proportion qu'il indiquait, qu'il désirait, c'était plutôt 1 pour 5. C'est-à-dire 1/6 du territoire pour la ville et 5/6 pour ce qui est resté agricole. Vous voyez. Donc, c'est aussi pour dire que le schéma de Howard était un schéma théorique qui, bien entendu, demandait une application concrète et donc une adaptation aux réalités foncières et géographiques du territoire. Ici, on est quand même à 1/3, 2/3, c'est quand même respectable. Ça offre quand même un territoire agricole et, disons, rural, resté rural, assez important autour de la ville. Vous voyez ici le tracé de la voie ferrée qui relie donc la ville à Londres. Voici un plan plus rapproché et on voit un peu la géométrie d'ensemble de la ville qui est ici, où Unwin et Barry Parker ont essayé de reproduire un petit peu le schéma que vous avez vu la dernière fois avec le centre, avec un parc central et des bâtiments publics tout autour, et les différentes couronnes de ville. Vous vous rappelez ce schéma général que je vous ai détaillé un petit peu. Alors il essaie de retrouver ce schéma proposé par Howard, et vous voyez ici, c'est esquissé un centre-ville avec un jardin public au centre, et surtout ce qui est plutôt une nouveauté par rapport au plan de Howard, c'est la création d'une avenue centrale, ici, surtout cette partie-là, qui relie le centre civique, on pourrait dire, à la gare. Car évidemment, la gare est le deuxième centre nerveux de la ville. Donc là se déploie une avenue qui va devenir en fait le centre urbain proprement dit. Voici une autre carte intéressante qui, à partir du même plan, essaie de représenter les différentes fonctions, les différentes configurations du territoire urbain. Vous voyez en particulier, en vert clair ici, je passe la flèche pour que vous le voyez mieux, en vert clair, c'est ce qui reste en verdure, ce qui va être planté ou qui existait déjà et que l'on va intégrer dans la ville. Donc les espaces verts, disons, de la ville elle-même, en dehors de sa couronne agricole. Vous voyez en rouge ce qui est prévu comme zone résidentielle, c'est-à-dire les bâtiments d'habitation proprement dit. Vous voyez qu'ils n'occupent qu'une surface relativement limitée du territoire urbain. Vous voyez la Main Avenue, là voilà, avec surtout la partie principale entre le centre civique et la gare qui est ici. Et précisément, vous voyez que le long de la voie ferrée, dans cette couleur un peu, je ne sais pas comment la définir, bon, vert de gris un peu, cette couleur-là, en tout cas, désigne des zones dévolues aux activités de type industriel ou commercial, vous voyez, d'entrepôts, choses comme ça, avec deux quartiers ouvriers qui sont prévus ici, adjacents à la ville, mais un peu différenciés quand même. Hein. Ensuite, vous voyez des zones de loisirs, on pourrait dire, en bleu, donc des bâtiments genre théâtre ou salle de réunion, choses comme ça. Voilà, donc vous voyez de l'organisation, on pourrait dire, fonctionnelle du territoire urbain. Et voilà aujourd'hui à quoi ça ressemble, ce centre de Letchworth. Alors cette vue aérienne vous montre justement, vous voyez, le parc central, conformément au schéma howardien, les principaux bâtiments publics qui le longent ici, qui le bordent, la Main Avenue, dont on voyait le plan tout à l'heure, qui mène à la gare, qui est ici. Vous remarquez d'ailleurs que c'est bien des quartiers, une zone industrielle qui s'est créée ici, une zone d'industrie, d'entrepôt, enfin bref, quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez que tout autour, les zones résidentielles sont conformes au schéma que l'on a vu précédemment, avec un habitat assez peu dense, constitué essentiellement de pavillons ou de maisons individuelles, plus ou moins jointives selon le cas, qui ménagent entre elles d'autres espaces verts, des espaces à l'abri de la circulation, tels que le prévoyait le schéma howardien. Voilà de plus près le centre avec le parc central, l'avenue qui part là, et puis vous voyez différents bâtiments publics
dont je ne connais pas exactement la nature, mais enfin, on devine que ce sont des bâtiments publics, à l'usage en tout cas du public. Maintenant, deuxième aspect, l'habitat. Unwin et Barry Parker ont beaucoup travaillé sur le type d'habitat qu'ils voulaient mettre en place. Je vous ai déjà dit que dans la tradition britannique de cette fin du 19e, il y a cette espèce de retour à une architecture traditionnelle inspirée par le style Tudor ou le style géorgien. Vous voyez, il y a des références, surtout le style, villageois, on pourrait dire, hein, c'est propre à la campagne anglaise. Ça va être donc le choix de ces fameux cottages qui reflètent ce choix architectural. Alors on a envoyé deux modèles, ici donc une maison qui a l'air assez cossue, parce que quand on regarde en détail ce qu'il y a sur ce plan, on voit quand même que cette maison, elle comporte 2 niveaux, et puis vous voyez donc en bas la cuisine, le living room, et puis par là, dans une espèce de pièce à vivre un petit peu aussi, ou de réception on va dire, avec les toilettes, etc. Et puis tout l'étage est composé de chambres. Donc il y a ici 5 chambres à l'étage. C'est quand même pas mal, hein. Donc vous voyez, on a une maison quand même qui est assez cossue. Deuxième type ici, des maisons jumelles. Elle est isolée cette maison-là, hein. Ici vous avez plutôt 2 maisons jumelées, avec des parties jointives ici, mais également on devine un certain confort. Ce sont des maisons quand même qui s'adressent probablement à des catégories sociales suffisamment aisées. Ça va donner ceci. Vous voyez, donc cette photo vous montre à peu près ce type de cottage-là. Ici, les maisons jumelées, et là, la maison isolée. Ça représente à peu près ce modèle-là. Mais ça peut aller vers vous voyez, un style vraiment qui s'inspire directement de l'époque élisabéthaine ou du style dit Tudor, avec donc ce jeu sur les matériaux, les briques, les hautes cheminées, tout à fait caractéristiques, et qui dénotent précisément, hein, qui sont autant de clins d'œil à ces styles passés britanniques. Autre point important, Unwin en particulier, dans ses écrits postérieurs, après avoir réalisé ce qui... J'ai oublié de dire qu'il va vivre pendant 2 ou 3 ans sur place, sur le chantier. Hein, l'architecte est sur place et il vérifie au jour le jour que tout se passe selon ses desiderata. Et d'ailleurs, plus tard, il y finira ses jours aussi. Hein, et plus tard, il s'étalera à demeure. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, alors vous voyez, ça ce sont les dessins de Unwin dans l'ouvrage que je vous ai montré, Town Planning, et vous voyez comment il décrit de façon très minutieuse ses études sur les rues, l'aspect des rues, l'implantation des maisons par rapport à la rue, les différents types de circulation, la route principale par exemple ici, et ce qui est réservé aux piétons, mais ces principes déjà qui nous paraissent aujourd'hui très élémentaires, mais qui ne l'étaient pas forcément à l'époque. La création de haies d'arbres, par exemple, bon, il y a un soin apporté à ce qu'on appelle précisément dans ce livre Urban Design, une façon de dessiner véritablement la ville dans ses aspects les plus détaillés. Et en particulier, j'attire votre attention sur cette partie-là où l'on voit proposer différents types de... On pourrait appeler nous ça une impasse si on veut, c'est un mot un peu valise qui n'est pas très approprié, mais en tout cas, ces rues en retrait de la rue principale, mais des rues fermées, donc ça correspond à ce que nous appelons une impasse, avec différents types d'implantation de maisons. Vous voyez, il y a un souci d'offrir vraiment des implantations très variées, de manière à ce que cette ville soit véritablement dessinée et non pas simplement de purs alignements de maisons. Et chaque rue offre une solution originale quasiment. Aucune rue n'est identique à l'autre quasiment. Ça, c'était vraiment important dans la pensée urbaine de ces gens-là à ce moment-là. Donc vous voyez différents modèles d'implantation de maisons et de situation par rapport à la rue principale et par rapport
à la rue qui les dessert, avec ce qu'on appelle en français cul-de-sac. Et l'expression existe aussi en anglais, en américain, on parle de cul-de-sac de la même manière. Donc c'est un emprunt en la langue française qui désigne bien ce type d'implantation. Voilà, bon, quelques rues, vous voyez, tout à fait typiques de cette ville, avec, vous voyez, ces maisons qui sont largement distribuées sur leurs parcelles. Il y a vraiment de l'espace, on respire, on n'est pas dans une situation d'urbanisation serrée. Ça changera selon les époques. Là, c'est la première expérience, donc c'est encore très près du modèle originel. Voilà un exemple de ces cul-de-sac, vous voyez, avec ici, c'est une photo d'aujourd'hui, mais vous voyez comment la circulation est rejetée sur le côté et que le centre est absolument libre pour les piétons, les enfants, etc. Donc on voit qu'on a une conception assez précise de ce que doit être la cohabitation entre la circulation générale et la circulation particulière des enfants, des parents, de toutes les personnes à pied, piétons ou cyclistes. Alors ici, à Hampstead Garden, j'ai oublié de dire, alors j'en précise maintenant, quelques années après avoir commencé Letchworth, une deuxième expérience va démarrer, cette fois, non plus une ville nouvelle à créer, mais un faubourg dans la banlieue de Londres, là aussi au nord, qui s'appelle donc Hampstead Garden Suburb. Donc vous voyez qu'ici, on n'est plus dans la city, on est dans le suburb. Donc c'est une banlieue, mais qui obéit aux mêmes règles d'implantation de l'habitat et d'organisation générale de la voirie. Et vous voyez le soin qui est apporté par Unwin à l'implantation des maisons par rapport à une rue. Vous voyez comment il prend soin de dessiner véritablement en détail l'implantation des maisons de manière à ce qu'il y ait une grande variété, un peu comme dans un village à l'ancienne, si vous voulez. Voilà en gros l'esprit. Et vous voyez les dessins qui accompagnent ce plan. Vous voyez que c'est vraiment la recréation, en quelque sorte, de quelque chose qui a l'aspect du rural. Et puis aussi, c'est ce qu'il appelle des quadrangles, ici, qui sont donc ces maisons, cette fois alignées, mais qui ménagent à l'intérieur un grand espace, en quelque sorte, privatif, en tout cas à l'usage des habitants, à l'abri de la circulation, et qui permet donc une vie sociale tout à fait intéressante et riche. Voilà, ça peut donner ce genre de choses, ces quadrangles, vous voyez, avec les maisons d'habitation réparties tout autour. Donc ça a beaucoup de charme, incontestablement. C'est vrai que, bon, j'imagine qu'aujourd'hui, vu le prix de l'immobilier à Londres et dans les alentours de Londres, cela va valoir une petite fortune, ce genre de maison, je m'en doute. Mais bon, à l'époque, on est avant la spéculation immobilière du XXIe siècle. Et pour terminer, troisième exemple de ville, de Garden City programmée par la même association, mais cette fois ça se réalisera après la guerre de 14-18, c'est Welwyn Garden City, qui est aussi au nord, mais qui est un peu entre les deux, entre Letchworth et Londres, deuxième implantation, Welwyn. Alors je me suis amusé à reproduire cette réclame, pour employer le mot de l'époque, cette réclame que j'ai trouvée dans un livre que j'ai photographié, et vous voyez que c'est assez explicite. Hier, vous viviez, vous travaillez dans la fumée, dans la pollution, et Londres était particulièrement touchée par la pollution. À l'époque, le charbon, tout ce qui marchait au charbon, ça provoquait le fameux smog londonien, et qui était une réalité, et qui était meurtrier aussi. Ensuite, vous voyez, aujourd'hui, donc 1919 ou 1920, travailler dans les suburbs, mais il faut continuer à travailler dans la fumée de Londres. Et puis demain, donc, vous pourrez travailler et vivre au soleil à Welwyn Garden City. Il y a tout un programme. Donc voilà un peu les horizons radieux que se fixe le mouvement des Garden City en Angleterre. Alors, avant d'aborder les cités-jardins à la française, un mot sur l'écho qu'a eu ce mouvement qui est initié en Angleterre. L'écho est considérable. C'est vraiment un mouvement qui va gagner l'Europe entière, et en particulier l'Europe
la plus développée, celle qui est directement concernée par les phénomènes de congestion urbaine et par l'explosion industrielle de cette fin du XIXe siècle. Donc vous avez l'Allemagne en premier lieu, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi la France, qui par bien des côtés, enfin, certaines régions s'industrialisent à grande vitesse, le Nord, la Lorraine, etc. Donc il y a aussi les mêmes phénomènes, même si l'échelle n'est pas la même qu'en Angleterre. En tout cas, c'est un phénomène qui va donc avoir une diffusion très rapide, avec des transformations, avec évidemment une adaptation du modèle originel à des conditions politiques, géographiques, financières différentes. Et vont prendre des appellations aussi différentes. Par exemple, en Angleterre, en France, il y aura une traduction littérale de cité et jardin, mais en fait, nous allons voir que les cités-jardins à la française ne sont plus du tout la même chose que la Garden City de Howard. En Allemagne, j'en parlerai plus tard dans un cours futur sur l'Allemagne, il y a ce qu'on appelle les Siedlungen, c'est-à-dire littéralement, je ne sais pas quoi, je prononce très mal, mais enfin, Siedlungen, hein, au pluriel, les colonies littéralement, les colonies. Et c'est ce mot de colonie qui va être également gagné l'Espagne. En Catalogne, si vous allez aujourd'hui en Catalogne, il y a des gens qui ont fait un travail, un inventaire sur les cités ouvrières de la fin du 19e et du début du 20e, car, je vous l'ai dit la dernière fois, la Catalogne, une fois avant, je vous ai dit que la Catalogne était la région la plus développée de l'Espagne à ce moment-là, celle qui s'industrialise le plus, et où donc, dans les vallées pyrénéennes, vous voyez, les vallées qui descendent des Pyrénées s'implantent par la force, le long des rivières avec l'utilisation de la force hydraulique, tout un tas d'usines qui créent souvent leurs colonies ouvrières à proximité, dans des villes comme Ripoll, si vous voyez où c'est, Ripoll par exemple, ou Olot, ou Vitch. Toutes ces villes-là ont d'abord été des villes berceaux du capitalisme industriel catalan, en même temps que la ville de Barcelone proprement dite. Et beaucoup de familles d'industriels catalans installés, ayant fait fortune, sont installés à Barcelone, mais sont originaires de ces vallées et de ces villes du haut pays catalan. Pour dire donc en Espagne aussi, et en Catalogne en particulier, on va adopter le même mot, de colonia, comme en Allemagne, la colonia. Et il y en a une qui est particulièrement célèbre, que vous pouvez visiter, parce qu'elle est aux portes de Barcelone, c'est la colonia Güell. Güell, ça doit vous dire quelque chose, hein, la famille Güell, les industriels du textile, qui ont été les mécènes de Gaudi. Et justement, la famille Güell crée une nouvelle usine aux portes de Barcelone, à peu près à une dizaine de kilomètres, 15 kilomètres. Barcelone, c'est vraiment la périphérie de Barcelone d'aujourd'hui. Et dans cette colonia, il y a une usine textile et il y a un village, une ville, petite ville qui est créée pour les ouvriers. Et c'est là que Gaudi commence un chantier de chapelle qui ne finira pas, parce qu'il avait vu trop grand, et certains disent que c'est un peu, l'origine de la Sagrada Familia. C'est là qu'il a expérimenté les procédés constructifs qu'il mettra ensuite en œuvre au parc Güell et à la Sagrada Familia. Donc si vous connaissez l'architecture de Barcelone, ne manquez pas de faire cette visite un de ces jours si vous y revenez. En tout cas, voilà, c'est pour dire que, en résumé, il va y avoir une formidable expansion de cette idée de cité-jardin, mais qui va prendre des moutures totalement différentes selon les pays. Mais avec un peu le même esprit de loger, en particulier, les ouvriers et, de manière plus générale, les classes populaires, hein, les gens pauvres ou humbles, et c'est couplé aussi avec l'idée d'un habitat social, d'un habitat spécifiquement dédié aux catégories les plus pauvres de la population. C'est la naissance pour nous en France du mouvement des habitations bon marché, les HBM,
qui sont l'ancêtre des HLM. J'y viens maintenant. J'y viens avec justement des cités-jardins à la française. Ici, vous voyez la couverture d'une affiche à propos de Suresnes, la ville donc qui est dirigée par le maire et député Henri Sellier, futur ministre de la Santé du premier gouvernement de Front Populaire en 1936, vous voyez, pour vous le situer un peu dans l'histoire générale de notre pays. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il va devenir, je l'ai déjà dit, le président de la société des HLM du département, des HBM, du département de la Seine. Mais au préalable, comment le mouvement s'est déroulé en France? Alors, il faut dire un mot d'une fondation, c'est plutôt une fondation, qui s'est créée dans les années 90, 1890 bien sûr, qui s'appelle le Musée social. Le Musée social, c'est une fondation qui se donne pour objet de réfléchir, de travailler à ce que peut être la réforme sociale dans notre pays, pour éviter, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, pour éviter les explosions terribles de révoltes ouvrières ou populaires que notre pays a connues. Pensez qu'à ce moment-là, la Commune vient de se dérouler en 1871, par exemple. Hein. Donc elle a laissé quand même quelques traces dans l'imagination collective de notre pays. Donc ces réformateurs sociaux se donnent pour objet donc de trouver des solutions pour améliorer la vie sociale et faire des propositions législatives. On pourrait dire que le musée social, c'est un peu, quelqu'un l'a dit, c'est un bon mot, mais c'est vrai, c'est l'antichambre de la chambre. C'est-à-dire l'endroit où on élabore, où on pense à des projets législatifs qui sont susceptibles d'être adoptés par la Chambre des députés, qui à l'époque, nous sommes en régime parlementaire, est quand même le centre du pouvoir dans notre pays. Donc ils travaillent à ça et ils vont donc accueillir avec intérêt ce qui se passe en Angleterre. Et en particulier, ils vont envoyer un jeune avocat, frais et moulu de la fac de droit, il a 22 ou 23 ans à cette époque-là, Georges Benoît Lévy, qui va être envoyé par le musée social, sous forme d'une bourse, vous voyez, une bourse d'études, pour aller étudier sur place les modèles que je vous ai présentés moi dans mes cours précédents. C'est-à-dire, vous vous rappelez de Portland-Light, près de Liverpool, la ville fondée par les frères Lever, qui anticipe un peu la Cité-Jardin, de même qu'il l'envoie à Bourneville, qui est une ville fondée par les frères Cadbury. Cadbury, ça doit vous dire, si vous aimez le chocolat, ça doit vous dire quelque chose. Voilà. Alors les frères Cadbury ont créé près de Birmingham une cité exemplaire, du même type que Portland-Light, qui s'appelle Bourneville. Et Benoît Lévy va les visiter, tout ça, et en même temps, il fait un tour à Letchworth. Il part à Londres au moment où, précisément, Letchworth sort de terre. Donc, il va visiter la ville de Letchworth en chantier, se mettre au courant des projets de Howard et du mouvement anglais, et rencontrer également Unwin et les architectes de Letchworth. Donc, il revient en France enthousiasmé par ce qu'il a vu en Angleterre, et il va fonder une association pour le développement des cités-jardins en France. Et il va donc être le principal propagateur par cette association et les publications qui l'accompagnent de cette idée de cité-jardin en France. Voilà pourquoi je voulais parler en particulier de Benoît Lévy. Mais il a une vision, il revient avec enthousiasme de son voyage. Et en même temps, il adapte ce qu'il a vu à une réalité française qui n'est pas exactement la même. Et ça va donner donc un avatar de cité-jardin qui va être plutôt une banlieue jardin. Donc il va proposer plutôt que de véritables villes nouvelles, selon le modèle howardien, des quartiers nouveaux qui vont intégrer les qualités urbaines que je vous ai décrites là,
l'habitat individuel, les espaces verts, les équipements collectifs, vous voyez, destinés à une communauté d'habitants relativement, modeste, au maximum quelques milliers d'habitants, vous voyez, c'est ça à peu près la taille qui est envisagée, la plupart du temps. Il y a eu néanmoins, j'ai oublié de le dire, les écrits de Benoît Lévy et leur diffusion dans le public vont donner lieu à des expériences dans diverses régions françaises, les régions les plus industrialisées. Donc on va voir un certain nombre de cités, jardins inspirés de ces idées-là se créer dans le Nord, notamment sous l'égide de la Compagnie de chemin de fer du Nord, qui est dirigée à l'époque par Raoul Dautry, personnage important, un de ces grands dirigeants d'entreprise qui vont contribuer à façonner notre pays. Il est le Premier ministre de la reconstruction en 1944, par exemple. Donc il a eu un rôle important pour la période de redémarrage de l'économie française. Et il a été pendant longtemps l'administrateur principal des chemins de fer du Nord, qui sont en grande partie, dont le capital est possédé par le groupe Rothschild. Et nous savons aussi que la fondation Rothschild a pour objet, dès cette époque-là, d'œuvrer à la construction de logements à destination des classes populaires, des ouvriers, etc. Je vais vous parler, vous connaissez la cité Rothschild à Tarbes. Ça vous dit quelque chose. Donc, ces gens-là essaient d'adapter le modèle anglais à leur situation concrète. Ça va donner donc des cités de cheminots dans le réseau du Nord, notamment la plus connue, c'est celle de Tergnier, qui se trouve dans l'Aisne, dans le département de l'Aisne. Il va y en avoir aussi en Lorraine et en Alsace, et en particulier à Belfort, un foyer industriel avec Montbéliard. C'est l'époque où Peugeot est en train de se développer. Du côté de Montbéliard, Audincourt, toutes ces localités vont voir fleurir un certain nombre de cités-jardins inspirés du même modèle. De même que Belfort. Voilà ce que je voulais dire. Et à Tarbes, au même moment, en 1913, est fondée une société pour la construction d'habitations pour les cheminots de la compagnie de chemin de fer du Midi. Et ça va donner, je vais vous le montrer après, les premières cités ouvrières du département, qui sont donc les cités des cheminots qui se trouvent à côté du quartier, dans le quartier Nelly, qui sont construites en 1914. Alors, un bon exemple de ces cités et jardins inspirés directement du modèle anglais et qui en retrouvent quelques-unes des caractéristiques, c'est la fameuse cité, je dis fameuse parce que maintenant elle est connue, la cité du Chemin Vert à Reims. Reims est une ville à l'époque qui, outre le Champagne, a pas mal d'industries textiles, donc il y a toute une population ouvrière qui vit très mal, dans les conditions générales de la classe ouvrière à ce moment-là, et va se fonder, à la veille de la guerre de 14, vers 1912, je crois, une société d'action sociale qui va porter le nom de Foyer Rémois, et qui est portée sur ses fonds baptismaux par des industriels locaux, industriels du textile ou du verre, puisqu'il faut du verre pour mettre le champagne. Donc il y a des verreries en Champagne pour approvisionner les caves. Donc il y a toute une industrie, vous voyez, qui tourne autour de ça. Et ce patronat-là, donc gagné par ses idées un peu philanthropiques, prévoit donc la création de diverses cités autour de la ville. Et il commence à s'en construire un petit peu, quelques-unes, à la veille de la guerre de 14. Et donc il était envisagé cette cité-là, qui s'inspirait du modèle anglais. Et puis patatras, vous savez que la guerre de 14 arrive, et vous savez à quel point Reims a été victime de cette guerre. Elle a été même une ville martyre, puisque la cathédrale a été incendiée par l'offensive allemande de l'été 14.
Et que la ville elle-même, en 1918, est ravagée à 80%, quoi, en gros. Et elle va être l'objet, justement, de financements particuliers pour sa reconstruction, et notamment américains. Bon, les fondations Carnegie ou Ford vont beaucoup œuvrer à la reconstruction de Reims. Les autorités françaises aussi. Et c'est dans cette circonstance que le foyer rémois finit par réaliser cette cité-jardin qu'il veut exemplaire, aux portes de la ville, sous la houlette d'un architecte urbaniste important qui s'appelle Jean-Marcel Auburtin et qui est aussi un des fondateurs de la Société française d'urbanisme. Comme il a côtoyé Josely, Pro, tous les gens dont je vous ai déjà parlé, qui sont à l'origine de l'urbanisme à la française. Alors la cité du Chêne-Meur, c'est cette image qui n'est pas terrible, mais enfin, je n'ai pas trouvé mieux. Vous voyez que dans cette vue cavalière, ça ressemble étrangement au paysage urbain qu'on a vu en Angleterre. Donc c'est vraiment inspiré directement. Et si on regarde le plan masse, on voit bien qu'on est proche du modèle qu'on a vu en Angleterre. Vous voyez en particulier un centre autour d'un jardin avec des regroupant des bâtiments publics ici, des équipements publics. Et puis vous voyez que le choix de tracé de la voirie s'inspire un peu de ces tracés un peu aléatoires en quelque sorte, enfin faussement aléatoires, en tout cas pas orthogonaux, qui a été adopté en général dans le modèle anglais. Donc des rues un peu sinueuses, courbes, offrant donc des perspectives différenciées. Un habitat individuel, car aux yeux de ces réformateurs sociaux, en tout cas à ce moment-là, l'habitat individuel est une préconisation, c'est-à-dire que on ne pense pas. Vous voyez le modèle de Gaudin que je vous ai présenté, le familistère de Gaudin, qui est une forme d'habitat collectif, ou la cité Napoléon, que Napoléon III fait construire à Paris. Ce modèle de cité collective reste très marginal. La plupart des industriels ou des sociétés qui envisagent la création de cités ouvrières excluent pour l'instant le type d'habitat collectif. Pour eux, ça reste quand même un petit peu incontrôlable, cet habitat collectif. Ce n'est pas la forme idoine qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est que les ouvriers se stabilisent, qu'ils s'installent dans leur vie familiale, qu'ils se détournent de l'estaminet et qu'ils aillent cultiver leur jardin, potager, à l'arrière de la maison. Ce qui contribuera à la paix sociale et à la paix des familles. Donc, c'est toute cette idéologie qu'il faut bien comprendre dans l'esprit de ce patronat philanthropique, bienveillant, mais enfin qui est quand même habité par des idées assez conservatrices, il faut bien le dire. Donc, tout ceci veut dire que l'habitat individuel est la forme qui est préconisée, et moi, j'ai travaillé un peu sur l'habitat social, et j'ai trouvé des documents, ici, aux archives départementales, où vraiment, c'est explicite, on le dit, dans les justificatifs pour telle ou telle cité, c'est l'idée que l'habitat individuel, c'est vraiment la bonne formule, et pas l'habitat collectif, qui reste un foyer subversif potentiel. Vous voyez, c'est comme ça qu'on voit les choses, ça paraît étonnant aujourd'hui, mais c'est un peu ça qui est dans la mentalité moyenne des administrateurs et du patronat. Vous remarquez aussi qu'on y trouve si on regarde dans le détail, on voit qu'il y a les mêmes impasses, le même type d'impasse que Unwin préconisait dans ces villes. Bon, voilà, en gros ce que je voulais vous dire, oui, un modèle qui est dans l'esprit et dans la forme proche de la forme britannique. Voilà un exemple, vous voyez, des photos anciennes, d'époque un peu, pas d'époque, mais oui, d'époque, peut-être des années 20 ou 30. Vous voyez que il s'agit bien d'un habitat de type individuel, des maisons jumelées ou en bande, mais assez bien individualisées, qui s'inspire d'un modèle qu'on pourrait appeler un petit peu néo-alsacien. Nous sommes dans les années 20 et l'architecture de type régionaliste va être le modèle dominant dans l'architecture. Donc on va voir fleurir un peu partout dans notre pays des architectures d'inspiration
alsacienne, basque. Vous savez à quel point le néo-basque a connu un essor fulgurant dans les années 20 et 30. Des quartiers entiers, hein, comme le quartier de Lormeau à Tarbes, en style néo-basque. Le néo-basque, le néo-breton, le néo-provençal. Chaque région va élaborer son architecture un peu traditionnaliste, régionaliste, et ça va donc inspirer les architectes de ces cités ouvrières. Voilà un bel exemple ici. Voilà, vous voyez que ça tient la route, puisque, vous voyez, sur une photo d'aujourd'hui, on voit que cet habitat est de bonne qualité, qu'il a traversé le temps, il a un siècle d'existence, et il est toujours en bon état. Il présente bien. Et il est accompagné d'équipements sociaux qui, à l'époque, sont assez exemplaires. Car ce n'est que après, plutôt à partir des années 20 et 30, que progressivement, les villes, les municipalités les plus progressistes, on va dire, vont équiper leur ville de services collectifs qui jusqu'à présent n'existent pas. Bien sûr, il y a des écoles, mais les crèches, les services médicaux, ce qu'on appellerait nous les services culturels, c'est-à-dire salles des fêtes, salles de théâtre, cinéma, etc. C'est le début. Donc, ces cités ouvrières-là, comme celle-ci, sont de ce point de vue assez exemplaires et offrent à leurs habitants des services d'une qualité tout à fait nouvelle à l'époque. Par exemple, la maison commune, où l'on retrouve, voyez, sous une architecture également traditionnaliste un peu, traditionnelle, la salle des fêtes, la bibliothèque, le cercle de rencontres, bientôt le cinéma, car le cinéma c'est une nouveauté du siècle. Et dans beaucoup de quartiers nouveaux, on va construire des salles de cinéma qui vont permettre donc aux gens de voir les nouveautés que sont à l'époque ces films qui sont d'abord des films muets, accompagnés par des musiciens, comme on en trouve par exemple à Saran-Colin. Si vous connaissez Saran-Colin, on a construit à cette époque-là, dans les années 20, une salle de théâtre-cinéma qui est toujours aujourd'hui en fonction, qui a été réhabilitée et qui a été construite dans les années 20 pour accueillir à la fois du théâtre et du cinéma. Autre exemple, dans la même cité du Chemin Vert, donc la maison de l'enfance. Et là, c'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire que c'est à la fois la crèche, la pouponnière, la goutte de lait, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire les services spécialement dédiés aux nouveau-nés, aidant les mères qui travaillent souvent à les élever quand ils sont tout petits, à qui on doit donner le biberon. Vous voyez, c'est ça la goutte de lait. Nous avons à Tarbes un bel exemple. Hein, rue Michelet, la goutte de lait a été conçue à ce moment-là. Même si elle elle a été conçue dans les années 20, puis ça a tardé, comme beaucoup de projets, et ça n'a été réalisé que dans les années 40, on pourrait dire sous Pétain. Elle a été imaginée sous la République, elle a été réalisée sous Pétain. Mais c'est le même esprit. Nous sommes à une époque, attention, c'est très important aussi, qu'il faut comprendre, de déclin de la natalité, sujet d'actualité. Hein, donc, la France souffre d'un déclin de la natalité très marqué. Il est le pays qui vieillit le plus en Europe à ce moment-là. Au point que dans les années 30, je ne sais pas si vous le savez, au milieu des années 30, le nombre de décès dépasse le nombre de naissances. Et donc la France est un pays qui se rabougrit avec les pertes de la Première Guerre mondiale, hein, tous ces hommes qui sont morts, toutes ces familles détruites, d'où la France n'aurait pas maintenu sa population à ce moment-là si elle n'avait pas ouvert ses portes à l'immigration polonaise, italienne, qui sont venues combler les vides laissés par la guerre. Mais le déclin démographique est structurel. Hein. Depuis le milieu 19e, quand on étudie les courbes de la natalité et de la mortalité, on voit l'excédent démographique se rétrécit de plus en plus jusqu'à disparaître précisément à la veille de la guerre de 14, au plus mauvais moment. Hein. C'est la cata, à tous les niveaux. Bon, je reviens à mon propos, mais il faut comprendre ces équipements dans ce contexte-là aussi. Hein. L'effort que consent la nation
ou en tout cas les villes, à la régénération de la race. À l'époque, on n'a pas peur des mots, hein, on ne fémise pas. Hein. Il faut régénérer la race, hein, et pour ça, il faut que les femmes fassent des enfants et que ces enfants soient soignés pour qu'ils tiennent le coup et que ça devienne de bons Français. Donc voilà, ces équipements sont destinés à tout ça en particulier. Et puis, nous avons affaire aussi à un patronat qui est de culture et de tradition catholique. Et donc, on n'oublie pas de construire une église pour les habitants de ce nouveau quartier. C'est intéressant de noter que cette église, bon, là aussi, on soigne un peu la population. Hein. C'est une église d'un style un peu nouveau à l'époque en France, qui est un style d'inspiration byzantine, qu'on pourrait appeler néo-byzantine, ou en tout cas romano-byzantine, qui combine un petit peu la tradition romane et la tradition byzantine, qui adopte un plan en croix grecque, conforme à l'architecture byzantine, et qui également n'hésite pas à introduire dans le décor des mosaïques d'inspiration byzantine, exactement comme à l'époque, si je ne me trompe pas dans les dates, la basilique du Rosaire à Lourdes, celle qui est au bout de l'esplanade, vous voyez, qui a un plan en forme, qui est couverte par une coupole en zinc, vous voyez, grise, et vous avez un plan en forme de croix grecque, à deux branches identiques, et la coupole est décorée de mosaïques, d'inspiration un peu byzantine. C'est le même style qui est ici à l'œuvre, et qui est donc proposé aux habitants de ce quartier, donc une église qui est quand même décorée par Maurice Denis, hein, le grand peintre symboliste qui, après la guerre de 14, va fonder un mouvement en vue de la revitalisation de l'art religieux, et il va donc proposer, intervenir dans plusieurs églises avec soit des peintures, soit des mosaïques, également d'inspiration un peu byzantine. Alors vous voyez que là, quand même, on a affaire à un décor de Maurice Denis et des verrières Lalique. Lalique, si vous connaissez l'art nouveau, hein, c'est le grand nom, un des grands noms les verrières de Nancy, de l'école de Nancy. Hein. Donc on a quand même, vous voyez, une qualité architecturale qui est offerte à la population, ce qui est à noter. Voilà un exemple des peintures de Maurice Denis et du travail de l'entreprise Lalique. Voilà, pour cet exemple du chemin vert. Oui, bon. Et nous allons passer maintenant à Henri Sellier et son rôle dans les cités-jardins de la région parisienne. J'ai donc dit que Henri Sellier était le député-maire, député, je ne sais plus, il est devenu sénateur après, bon, maire en tout cas de Suresnes. Alors vous voyez où c'est Suresnes ? Suresnes, c'est à l'ouest de Paris, de l'autre côté de la Seine, face à Boulogne. Vous voyez le Boulogne-Billancourt, vous traversez la Seine, vous êtes à Suresnes. Et derrière Suresnes, sur la colline, c'est le Mont Valérien. Hein ? Voilà, pour vous situer. Alors, oui, Henri Sellier devient maire de Suresnes au début du siècle, je ne sais plus quelle année, bon, dans ces années-là, disons. C'est le début de sa carrière politique qui va le conduire donc jusqu'au ministère de la Santé au moment du Front populaire. Et il restera maire de Suresnes jusqu'en 1941 où il sera destitué par Vichy. Comme beaucoup de maires républicains ou de gauche, il sera destitué par Vichy à ce moment-là. Mais surtout, ce qui nous intéresse à nous, ici, aujourd'hui, c'est qu'il est, comme indiqué par ce titre-là, urbaniste et réformateur social. C'est lui, donc, qui va mener toute une politique d'équipement de la région parisienne en HBM, habitation bon marché, construite sous l'égide de l'Office public de la Seine. Et le département de la Seine de l'époque, c'est pas Paris d'aujourd'hui, hein. Le département de la Seine, c'est pratiquement Paris et sa banlieue, ou en tout cas la proche banlieue. Vous voyez le territoire concerné, ça veut dire qu'il y a à peu près probablement 4 à 5 millions d'habitants qui sont inclus dans cette zone-là. Donc c'est considérable. Alors son idée est donc de proposer une adaptation du modèle de la cité-jardin aux conditions réelles de la région parisienne
et au problème de financement de l'habitat social en France. Car l'habitat social, j'ai oublié de le dire, c'est une affaire récente en France. Ce n'est que... Alors justement, un des membres fondateurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, du musée social, c'est un personnage important, c'est Jules Siegfried. Vous connaissez peut-être le nom, la loi Siegfried. Non, ça ne vous dit rien. La loi Siegfried a été adoptée en 1898. C'est la première véritable loi qui instaure la possibilité de créer des sociétés anonymes pour la construction d'habitations en bon marché et de bénéficier pour cela de crédits alloués par la Caisse des dépôts et consignations. Donc voilà, c'est le point de départ, la loi Siegfried de 1898. Il faudrait que je vérifie la date, mais je crois que c'est ça. En tout cas, c'est les années 90. Donc vous voyez, c'est assez tardif. Et donc à partir de là, on peut fonder des sociétés qui se dotent d'un capital et qui vont œuvrer à la construction de logements sociaux que l'on peut soit louer principalement, mais soit éventuellement vendre à des populations démunies. On va s'adresser en particulier aux familles nombreuses. Il y en a, malgré le déclin démographique, il y a quand même des familles nombreuses. Sur le plan administratif, la famille nombreuse de l'époque, c'est une famille qui a au moins 3 enfants de moins de 15 ans. Voilà, c'est ça la définition administrative. Ces familles-là seront prioritaires dans l'attribution des logements sociaux des HBM. Voilà, un des critères principaux. Alors, l'idée de... alors oui, je me mélange les pinceaux là. Donc, je suis revenu en arrière. Loi Siegfried, puis en 1912, la loi Bonnevet, V-A-Y. La loi Bonnevet, qui élargit encore les possibilités de la loi Siegfried et autorise les communes et les départements à fonder des sociétés d'HBM et de bénéficier également du concours des capitaux de la Caisse des dépôts ou d'autres types d'emprunts, et de fonder donc elles-mêmes des ensembles d'habitations bon marché. Voilà donc mis en place, si vous voulez, le dispositif, en gros, qui va présider à la création de ces HBM en France et de ces cités-jardins. J'oublie un truc. Oui, la loi, plus, il faut ne pas oublier non plus qu'on se pose la question, avec l'expansion urbaine, de l'aménagement urbain. Et au lendemain de la guerre, 1919, est adopté, voilà, le laboratoire du musée social. Toutes ces lois sont issues du musée social. Comme on dirait en français aujourd'hui, c'est un think tank. Donc, dans ce cercle de réflexion, on fait des propositions législatives. Une autre proposition législative, c'est la loi Cornudet, très important. La loi Cornudet, qui est portée par les urbanistes français, elle fait obligation aux villes de plus de 10 000 habitants, il me semble, au moins dans un premier temps, de produire dans les 3 ans un plan d'expansion, d'aménagement et d'embellissement des villes. Et les 3 mots employés: extension, aménagement, embellissement des villes. Donc, toutes ces villes-là vont devoir élaborer un plan d'extension de la ville obéissant à des règles urbaines nouvelles. Et beaucoup de villes vont le faire. Comme souvent en France, vous savez, les lois, on a avec la loi un rapport un peu distancié parfois, surtout dans l'administration publique, et donc beaucoup de villes le feront et d'autres ne le feront pas. Mais en tout cas, Tarbes, Pau, Toulouse, pour ne citer qu'elles, ont adopté des lois, des plans d'expansion urbaine élaborés par Léon Jossely, notamment, et qui ont orienté, grosso modo, l'expansion générale des villes et l'organisation nouvelle. C'est important aussi pour comprendre les choix que fait Henri Sellier, tout ça. C'est vraiment une espèce de jungle urbaine, là, la banlieue parisienne, absolument effroyable, souvent.
D'ailleurs, il y a la zone, hein, avec ses zonards, entre Paris et la banlieue. Donc, on a une banlieue absolument comme ça, désastreuse, et Henri Sellier espère qu'à partir de ces créations urbaines qu'il incite, il va se créer donc un nouveau type de banlieue. Et dans sa pensée, il y a l'idée qu'on va pouvoir peut-être créer une sorte de ceinture, par généralisation de ce modèle, de cités-jardins qui vont constituer, pense-t-il, une sorte de ceinture verte à la parisienne. L'idée de ceinture verte est dans l'air depuis quelques décennies. Au-delà des 20 arrondissements haussmanniens, vous savez qu'il y avait les fortifs, la fortification, les murs de tiers, et les fortifications, les forts, et que tout ça est délaissé par l'armée. Et sur ces terrains restés libres, ou qui vont devenir libres, on se met à phosphorer, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et germe l'idée, très vite, qu'on pourrait faire une grande ceinture verte autour de Paris. Mais les intérêts immobiliers, financiers, font que finalement, cette idée de ceinture verte sera repoussée et ne verra jamais le jour réellement. La ceinture verte est devenue le boulevard périphérique, en gros. Hein. Vous voyez, le boulevard périphérique, c'était là qu'il devait y avoir une ceinture verte. Bon, on peut dire que ça n'était pas vraiment réalisé. Mais l'idée de ceinture verte reste dans l'air, et chez ces urbanistes réformateurs, il y a l'idée qu'il faut restructurer la banlieue en créant comme ça une ceinture, possiblement appuyée sur ces cités-jardins. C'est une idée qui va traverser le temps, hein, quand même, parce qu'encore aujourd'hui, on en parle. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, le réseau du Grand Paris qu'on est en train de construire, d'une certaine manière, répond à sa manière à cette vieille idée de créer des noyaux urbains dans la gangue urbaine des banlieues. Je me rappelle aussi que dans les années 89, le président en exercice à l'époque, Mitterrand, a confié à l'architecte et urbaniste Roland Castro, aujourd'hui décédé, un plan banlieue 89. Peut-être que certains s'en souviennent. Et ce plan banlieue 89 de Castro, il revenait un peu sur l'idée d'Henri Sellier de recréer à l'intérieur de la banlieue une sorte de ceinture s'appuyant sur les cités-jardins qu'il réhabilitait, il les remettait au goût du jour, et il voulait joindre ces cités-jardins avec les forts, vous voyez, les forts qui existent autour de Paris et qui pouvaient devenir des lieux, des points forts d'activité culturelle, par exemple, qui seraient des points d'attraction qui permettraient de constituer comme ça une couronne autour de Paris. Donc pour vous dire que cette idée-là, ça traverse le temps, hein, même si après les impératifs économiques ont fait que ça a été plus ou moins abandonné. Oui, alors, revenons sur la cité de Suresnes, qui est précisément considérée comme une cité exemplaire par son auteur lui-même, par son maître d'œuvre, qui est donc Henri Sellier, qui est le maire de la commune. Il décide donc de faire construire une cité-jardin à partir de 1921. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, vous pouvez la visiter. Et ailleurs dans la ville de Suresnes, il y a aussi un musée qui est consacré à l'histoire du logement social et des cités-jardins dans la région parisienne, sous l'égide d'Henri Sellier. Mais de manière plus large, c'est un musée qui embrasse l'ensemble de la politique sociale du logement en France. Alors, à un double titre, c'est peut-être une visite intéressante. Voilà le plan de départ de la cité-jardin de Suresnes. Et vous voyez que par bien des côtés, on retrouve les grands tracés des cités-jardins à l'anglaise d'origine. Mais cette fois, on a beaucoup plus de collectifs que d'individuels, que de maisons individuelles. Les maisons individuelles, vous les voyez, elles sont ici, principalement, avec leur jardin.
tandis que la plus grande partie de la cité est constituée de bâtiments collectifs que vous voyez ici en bleu clair, là, vous voyez, c'est ce type de bâtiment. Ce qui est intéressant dans ce plan, c'est de lire la légende. Je pense que, je ne sais pas si vous la voyez, non, c'est un peu flou. Alors je vous lis le contenu de la légende. Centres sociaux, bâtiments collectifs, groupe de maisons individuelles avec jardin, lavoir, bain-douche, groupe scolaire, école maternelle, centre d'hygiène infantile, logement pour vieillards. On n'a pas peur des mots à l'époque, hein. C'est pas le troisième âge, c'est les vieillards. Donc, je vais vous en dire un mot du logement pour les vieillards. La crèche, consultation des nourrissons, vous voyez, la goutte de lait, là, tout ça. Terrain de jeu, église. On est socialiste, mais on est pour la liberté des cultes. Hein. Hôtel pour célibataires, avec restaurant. Salle des fêtes. Centre de chauffage, bon, là, j'arrive plus à lire. Hébergement des sans-abri. Hein, je veux dire, l'actualité de ces projets, quand même, hein, bon, hein, ça fait réfléchir quand même, hein, tout ça. Bon, alors voilà, une première tranche, vous voyez comment elle se présentait, avec un mix de petits bâtiments collectifs, vous voyez, de taille modeste, 3-4 étages, conservant ici une toiture, donc un peu semblable à l'architecture traditionnelle, et puis des maisons, soit individuelles, soit jumelées, avec leur jardin. Et puis c'est encore très campagnard, là, apparemment, hein, dans le quartier. Mais, pardon, je crois que j'ai sauté une image. Non, bon voilà. Alors voilà, par contre, maintenant, on est en 33, vous voyez, la photo est prise en 33, donc ça fait plus de 10 ans qu'on est en chantier. Et là, vous voyez, la Cité Jardin a pris à peu près son ampleur actuelle, avec les bâtiments, les maisons individuelles ici, les bâtiments collectifs, vous devinez. On voit une église en chantier, là, je vais vous la montrer en photo. On voit un grand bâtiment collectif ici, c'est l'école. L'école centrale primaire hein, qui est prévue. Voilà à quoi ça ressemblait, vous voyez, en chantier. Le chantier se poursuivra jusqu'aux années 40. Hein, progressivement, il y aura d'autres équipements qui viendront s'ajouter. Voilà un exemple des maisons individuelles et des bâtiments collectifs. Ce sont des photos d'époque, vous voyez, c'est encore... Et voilà des bâtiments terminés, et vous voyez une idée, l'atmosphère générale, où on voit des maisons individuelles à droite, des bâtiments collectifs ici, de bonne qualité architecturale quand même. Hein. Et puis, vous voyez, des espaces verts avec des enfants qui jouent. Bon, voilà, hein, on a une forme de cité-jardin qui intègre le bâtiment collectif comme forme principale de l'habitat. Ça va être la particularité française de la cité-jardin. Voilà une photo récente, vous voyez que ces bâtiments réhabilités, bien entretenus, gardent leur qualité architecturale et que des jardins potagers ont fait leur apparition dans les espaces verts centraux de la cité. Et puis, voilà qui me paraît significatif des années 20, de l'époque de Cellier. Hein, c'est l'époque où on sort de la Grande Guerre et que l'esprit pacifiste essaie de se frayer un chemin dans cette Europe de l'époque, qui n'est pas encore l'Europe basculant dans le nouvel avant-guerre, mais qui est une époque où l'Europe croit encore la paix possible. Et elle a fondé pour ça, vous savez qu'a été fondée pour ça, une société des nations. Mais le problème de la société des nations, c'est que plusieurs pays importants n'en sont pas membres, à commencer par les États-Unis, la Russie soviétique et l'Allemagne, qui non seulement a été vaincue, mais à qui on a interdit de participer à la Société des Nations pour l'instant. Alors justement, je voulais en profiter pour vous rappeler, voilà, regardez le choix, c'est intéressant, le choix des noms donnés aux édifices religieux. Notre-Dame de la Paix, telle que vous avez vu en construction. L'église luthérienne de la Réconciliation. Bien entendu, on pense à la réconciliation franco-allemande.
Et alors là-bas, la résidence des personnes âgées, des vieillards, elle s'appelle Locarno. Que vient faire Locarno dans cette histoire? Ben Locarno, moi qui suis un vieux prof d'histoire, ça me rappelle quelque chose. Il y a eu une époque même où, quand on passait le bac, on étudiait l'entre-deux-guerres et on étudiait tous les traités de paix et de discussion qui avaient eu lieu entre le traité de Versailles et Munich en 1938. Et on passait tout ça en revue. Et là-dedans, il y avait Locarno 1925. Locarno, c'est sur le lac Majeur, en Suisse, et c'est là que se réunit une conférence très importante, de la paix finalement, et de la réconciliation franco-allemande. C'est-à-dire que Aristide Briand, ministre des Affaires étrangères, Stresemann, ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar, et puis les Italiens, les Anglais, je ne sais plus qui, se réunissent à Locarno pour discuter des conditions finalement d'une paix durable. L'Allemagne accepte finalement les frontières qui lui ont été imposées par le traité de Versailles. Elle accepte la démilitarisation de la rive gauche du Rhin, officiellement. Et, donc pour la France, c'est une garantie de paix, hein, de ne pas être envahi une nouvelle fois par le Nord ou l'Est. Et donc la conférence de Locarno se conclut par une sorte d'accord entre les anciens ennemis qui trouvent un terrain d'entente et qui vont donc, paraît-il, asseoir la paix pour longtemps en Europe. Et l'Allemagne est admise pour la première fois à la Société des Nations, à cette occasion. En gage justement de sa nouvelle politique pacifiste. Et de nouveau acceptée dans le concert des nations, comme on disait à l'époque, avant d'en sortir plus tard sous la direction d'Hitler. Voilà, donc je veux dire, j'ai réuni ces photos pour vous montrer qu'on est vraiment aussi dans une atmosphère comme ça de pacifisme, hein, voyez, d'espoir, de paix pour l'Europe. Et là, je crois aussi que bon, ça rebondit un peu avec quelque chose d'aujourd'hui. Alors, suite des équipements. Vous voyez, le théâtre de Suresnes, un très beau style art déco moderniste qui était en vogue à l'époque, ou l'ancienne école primaire, qui est aujourd'hui collège, vous voyez, et qui est un très beau exemple de ce style géométrique art déco qui est très répandu dans la France de ces années 30. Et puis l'effort fait pour les tout petits, avec les écoles maternelles, les ateliers de pratique, les nouvelles pratiques pédagogiques sont en œuvre dans ces écoles et ateliers où on forme un petit peu la jeunesse. Vous voyez, donc je vous ai mis ces quelques photos qui témoignent de cet état d'esprit, je pourrais dire relativement optimiste de cette époque-là. Deuxième exemple, la cité La Butte Rouge à Châtenay-Malabry, qui est élaborée à peu près un peu plus tard, des années 30, et qui est un très bel exemple de ces grandes cités-jardins avec des bâtiments collectifs, mais extrêmement aérés, vraiment conçus comme des ensembles noyés dans la verdure. Ce qui fait leur charme encore aujourd'hui et leur prix. Parce que vous imaginez ça, aujourd'hui, dans la proche banlieue parisienne. Et justement, cette cité-jardin est menacée d'être vendue, parce que jusqu'à présent, elle était gérée par les HLM. Et donc, les habitants de cette cité, vous voyez, en pleine verdure, aux portes de Paris, paient des loyers d'HLM. Or, la municipalité actuelle de Châtenay-Malabry, qui a changé de bord, elle veut transformer cette cité en résidence beaucoup plus cotée, et donc il y a toute une bataille dont Castro a été un des acteurs, Roland Castro, pour sauver cette cité jardin dans l'esprit où elle était, avec une population relativement modeste qui continue à bénéficier de ce cadre. Voilà une photo prise à l'origine avec, vous voyez, un parti là différent. On voit arriver l'architecture du courant moderniste. Hein. On est dans les années 30, on voit comment les idées du mouvement moderne et la conception de l'architecture moderniste
pénètre donc le logement social. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez que ça a gardé le même cachet, le même aspect, donc c'est une architecture qui tient la route un siècle après. Voilà quelques aspects. Et puis on va arriver donc pour terminer cette série de la Cité-Jardin en France, à une étape absolument essentielle dans l'évolution de la conception du logement social et de la Cité-Jardin, c'est la construction de la Cité de la Muette à Drancy. Je pense que vous connaissez tous la Cité de la Muette qui a été le théâtre d'un camp d'internement des Juifs raflés à Paris avant leur déportation vers les camps de la mort. Mais avant d'être ce site sinistre, ça a d'abord été une cité à caractère d'habitat social. Donc à Drancy, on est au nord-est de Paris, et il y a déjà une cité-jardin qui a été construite dans le même esprit de pavillons individuels, d'habitation individuelle, et maintenant on se livre à une nouvelle expérience qui est en cours dans toute l'Europe à ce moment-là. On va trouver un peu la même chose en Allemagne, où à la même époque, des cités ouvrières nouvelles, constituées de bâtiments collectifs sous forme de bars et de tours, apparaissent dans le paysage, notamment à Siemensstadt, à Berlin, par exemple. Donc on a un mouvement qui est inspiré par le mouvement moderne, par les architectes comme Le Corbusier, bien sûr, Gropius, mais en France ici, le duo Baudouin-Lotz qui préside à la construction de cette cité. Et vous voyez que le parti priait on appelle ça une architecture en peigne, avec des barres horizontales de 3 étages, donc modestes en hauteur, qui alternent avec des tours, qui font leur apparition pour la première fois dans le paysage parisien, de la banlieue. Des tours de 15 étages. C'est un choc visuel dans une banlieue qui, vous le voyez tout autour, est constituée de pavillons. Là voilà la banlieue informe, désordonnée, constituée de lotissements à la va-vite. Et là-dedans poussent ces tours, vous voyez, qui sont construites avec des méthodes tout à fait révolutionnaires pour l'époque, de standardisation, d'industrialisation de la construction. Voilà à quoi ça ressemble à cette époque-là. Et vous voyez le titre, j'ai choisi, ça me paraît intéressant, les premiers gratte-ciel de la région parisienne. Les voilà en construction. Voilà les nouvelles méthodes de construction, je dirais, qui vont présider à tout ce que va être la construction des grandes cités, des UP et des grandes cités HLM de la post-guerre, des années 50, 60, 70. Là voilà, vous avez là la gestation à la fois du concept et des méthodes de construction, sous l'égide donc de Baudouin et Lotz, qui continueront à construire après-guerre, qui seront parmi les maîtres d'œuvre des cités. Et vous voyez donc le principe de construction avec des ossatures qui ici sont métalliques, en acier, mais qui peuvent être en béton armé. Et très important ici, la préfabrication. Ici, vous avez au pied du chantier ce qu'on appelle une usine foraine, c'est-à-dire une usine qui n'existe que le temps du chantier. On construit une usine où l'on préfabrique tous les éléments qui vont constituer les façades et les planchers. Donc tout ce que vous voyez, on monte rapidement l'ossature métallique, l'assise générale du bâtiment, et l'usine fournit en continu tous les panneaux qui vont venir s'assembler de manière quasiment comme une industrie à la chaîne, si vous voulez. Tous ces panneaux vont venir s'assembler et constituer donc les tours. Donc on expérimente là, grandeur nature, toutes les méthodes de travail qui vont présider à la construction moderne des années des 30 glorieuses et qui vont s'exporter ailleurs. Les procédés français vont être, par exemple, adoptés en URSS dans les années 60, par exemple. Donc une grande partie du paysage, quand vous voyez les bombardements à Kiev ou dans les villes ukrainiennes et que vous voyez les immeubles concernés, c'est bien mieux qui a été construit comme ça, soit avec des méthodes industrielles dans les années 50, 60, etc. Donc voilà quelques images de ces... Et puis, hélas,
Bon, ça c'est la construction, vous voyez, on est en 1932, 3, voilà à peu près, 32, 33, et la cité s'ouvre et c'est tellement nouveau que ça n'a pas de succès. Les gens ne veulent pas habiter là, trop. Et alors, du coup, ça reste à moitié vide. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va y loger des gendarmes mobiles, d'abord. Et donc, dans un premier temps, les gendarmes mobiles vont être casernés dans cette cité, à côté de certains habitants, mais peu nombreux, finalement. Et puis, ça va rester comme ça, bon, plus ou moins désaffecté, sans grand succès, jusque pendant la guerre et l'occupation, où on va lui trouver une nouvelle affectation. Parce que j'ai oublié de vous montrer, sur le plan, ici, vous voyez les peignes là, hein, avec les tours et les barres. Et puis vous voyez ce U là, qui a été construit à côté. Ben, c'est dans ce U qu'on va installer le camp de rétention des déportés. Ce U qui était désaffecté, ou affecté aux gendarmes mobiles, et à qui on va trouver une utilité là, finalement. Voilà. Donc voilà, le grand U, où vont être parqués des milliers de personnes pendant ces années terribles. Et alors évidemment, bon, c'est un souvenir particulièrement dramatique qui est perpétué par ce monument, si on veut, ce wagon qui vient rappeler quel fut le sort funeste de ce lieu. Mais n'oubliez pas que ça a été d'abord le premier grand ensemble conçu en France avant que ce modèle se généralise après la guerre. Et pour finir, aujourd'hui, ça va aller. Et qu'est-ce qui se passe en Bigorre au moment, qu'est-ce qui se fait en Bigorre à ce moment-là, qui ressemble de près ou de loin à ce que je viens de vous décrire? Ben voilà, première chose, premier exemple d'habitat social dans notre département, véritablement, habitat social, c'est-à-dire conçu pour des salariés modestes, c'est la cité des cheminots de la Compagnie du Midi. Vous voyez, dont les plans ont été déposés en 1913, la société HBM également en 1913, et elle a été construite en 1914, juste avant la guerre. Et alors, vous voyez que c'est le modèle du coron qui se répand dans le pays, c'est-à-dire l'habitat ouvrier sous forme de maisons jointives, comme ça, mais qui offre un confort correct. La photo est prise, pour ceux qui connaissent Tarbes, vous voyez qu'il n'y a pas toutes les cités qu'il y a aujourd'hui, là, et que là, on voit la piscine Nelly, et la voie ferrée est là, vous voyez, donc le cimetière Saint-Jean, là, voilà. Et là, les ateliers de l'entreprise Gache qui construit, qui est un des principaux industriels de la ville, et qui va profiter de la guerre pour construire, pour alimenter l'industrie de guerre, et faire tourner jour et nuit ses ateliers de fabrication, ici, là, au point que ça va beaucoup importuner les gens du quartier, ils n'en peuvent plus du bruit de l'industrie 24 heures sur 24, et Gache va décider de construire une nouvelle usine de l'autre côté de la Dour, en face de l'Arsenal. C'est l'usine qu'on appelle le forage à Tarbes, hein, qui est devenue la SMF, et puis Yuxtool. Cette usine, à l'origine, elle a été bâtie par l'industriel Barthélemy Gache, qui a démarré dans l'industrie et le bâtiment, et donc en tant qu'entrepreneur, il a construit la cité là. Vous voyez? Bon, je passe. Premier modèle, mais voilà, même le plan, ça c'est des trucs que j'ai trouvés aux archives départementales, hein. Donc vous avez quand même un confort relatif, hein, c'est correct, avec 2 étages, un étage où il y a des chambres, un étage où il y a plutôt donc les commodités, salle de bain, cuisine, ouais, salle commune ici, voilà, et une cave avec la cave à charbon, qui est alimentée régulièrement par la rue. Il y a encore aujourd'hui les ouvertures qui alimentaient la cave à charbon. C'était un confort assez correct pour l'époque et pour ces catégories modestes, et il y avait un jardin à l'arrière, hein. Donc ça venait compléter les revenus de la famille. Autre exemple méconnu, des années 20, un embryon de cité-jardin à Bagnères, conçu par Léon Jossely,
qu'à l'époque, c'est toujours l'époque du musée Salis. Donc il a œuvré aussi à construire ce petit bijou de cité qui s'appelle les Oliviers aujourd'hui. Oui, c'est une photo de Alix que j'ai tirée du fonds Aïsalé, que vous pouvez consulter, je vous l'indique. Vous pouvez très bien consulter le fonds photographique constitué par la famille Aïsalé, qui avait pris pour nom commercial Alix, le magasin de photos de Bagnères, au Coustous. Ils ont légué le fonds photographique à la ville de Bagnères, et donc vous pouvez consulter l'ensemble des négatifs et des tirages de ces photos. Donc c'est vraiment un fonds magnifique à la fois pour l'histoire architecturale et l'histoire en général de notre département. J'ai trouvé cette photo-là, vous voyez, qui est représentative, voilà, de la petite cité-jardin, qui est en très bon état. Elle a été réhabilitée dans les années 80 par Philippe Guiton, architecte qui est décédé il y a quelques années et qui était bagnéré et qui a réhabilité cette petite cité. Et qui m'en avait parlé d'ailleurs, parce que je ne la connaissais pas, moi je ne suis pas bagnéré, je ne la connaissais pas, et c'est lui qui me l'a fait découvrir. Autre exemple, tout à fait dans l'esprit des cités-jardins de l'époque, et du logement social. Le comité d'hygiène sociale des Hautes-Pyrénées, et vous voyez, président Maurice de Rothschild. Nous voilà avec les Rothschild. Maurice de Rothschild, nouveau député, élu en 1919, député des Hautes-Pyrénées, et qui ne fera qu'un mandat, un seul mandat, mais pendant ce mandat, il lance toute une politique d'habitat social, avec notamment ce projet de lotissement qui était censé se construire là où il y a aujourd'hui le quartier de l'American Park, c'est-à-dire entre le pont de l'Adour, le pont de la Marne, comme on l'appelle aujourd'hui, et la voie ferrée. Vous voyez ? Au nord du pont, le long de l'Adour. Là où vous passez, vous avez le Camino Adour, à votre droite, vous avez le quartier de petites maisons qu'on appelle l'American Park. Vous voyez ? Et donc c'est dans cette zone-là que devaient être construites ces jardins de l'Adour. Vous voyez le projet de 1924, avec ici au centre, il devait y avoir 70 maisons par là, et puis il devait y avoir ici, vous voyez écrit maison familiale. On retrouve les équipements qu'on a vus précédemment à la cité du Chemin Vert à Reims. Maison familiale, place publique, pour les enfants, là, garderie d'enfants, et j'avais pu le lire là maintenant. Vous arrivez à le lire sur le... Non. Bon, enfin, bref, une série d'équipements, vous voyez, de bon niveau, pour un lotissement, comment l'appeler. On est quand même loin de la cité-jardin de Howard, hein, mais enfin, ça s'appelle toujours les jardins. Les jardins. Il y a toujours... Voilà. Ça ne se réalisera pas, de même que ne va pas se réaliser cette cité-jardin qui aurait été construite à Sousse, exactement à l'endroit où vous avez aujourd'hui la base de loisirs, là, comme on l'appelle maintenant, vous voyez, l'ensemble des équipements de loisirs de Sousse, en bordure de l'Adour, ben, c'était là. C'était ça qui était prévu à cet endroit-là, avec, vous voyez là, un dessin tout à fait... à l'anglaise, on peut dire, une sorte de grand jardin à l'anglaise qui aurait été ponctué de maisons. À noter qu'à Sousse existe déjà à l'époque une cité, un petit lotissement ouvrier, on ne parle plus de cité-jardin, juste au sud de l'usine. Quand on continue, on longe l'usine et puis on continue sur Sousse. Après le feu rouge actuel, entre le feu rouge et l'autoroute, vous avez des maisons qui ont été construites dans les années 20, lorsque l'usine qui s'appelle aujourd'hui Alstom, est venue s'installer là. Elle date des années 20, l'usine, hein, les constructions électriques de France, à l'origine. Et donc, petit lotissement ouvrier de l'époque, qui sera complété à partir des années 40 par ce qu'on appelle la cité Alstom à Séméac, mais qui est postérieure. Et puis pour finir, voilà, la cité Rothschild, ancienne caserne d'Ambarère, ancien couvent des Ursulines, d'où le nom de la rue à côté. Hein. Voilà une photo ancienne qui vous montre l'état d'origine de cette cité.
Et puis, voilà, le plan est très appréciable, on est dans les années 20, et la crise du logement est sévère en France à l'époque, hein, elle est terrible. Donc voilà, un appartement avec 3 chambres, la cuisine, vous voyez, les WC, par exemple, ici. Donc ça, c'est un élément de confort qui n'existait pas avant, hein. Là, voilà l'appartement, vous voyez, que j'ai entouré en jaune. Vous voyez, les chambres, cuisine, WC, donc, bon, il n'y a pas de salle de bain. Et alors, les bains, les bains, c'est en bas dans la cour. Il est prévu de construire des bains, douches collectifs en bas. C'est pour dire qu'on est encore à une époque où le confort dans les appartements est quand même assez réduit, hein. Et puis, deuxième cité Rothschild, cette fois construite ex nihilo, c'est la cité Rothschild de Lourdes, qui se trouve, je ne sais pas si vous la connaissez, se trouve près de la route d'Argelès, ici, le château de Soum, en sortant de Lourdes vers le sud, vers Argelès, l'ancienne route d'Argelès. Vous avez donc ces bâtiments, et là, voilà de plus près, ils ont été réhabilités il y a quelques années. Ils sont pas mal, quoi. Bon, je veux dire, bien sûr, ils offrent un confort relativement réduit, mais c'est quand même des bâtiments d'assez bonne qualité. Voilà. Et bien, alors, oui, j'avais prévu de finir avec ça. Les pacifistes, c'est la capitale du monde. Eh bien, écoutez, c'était un projet de centre mondial de communication proposé par des pacifistes belges, Paul Hotelet et Henri Lafontaine, et qui donc se prévoyait de construire quelque part dans le monde, en Suisse peut-être, et puis finalement le roi de Belgique, Albert Ier, leur offrira un terrain à Ternuven, à Bruxelles, où leur projet pourrait voir le jour, de cité dédiée à l'humanité et à la paix. Vous voyez, peace, les sciences, les arts, religion, bon, industrie. Donc, c'était une cité mondiale où aurait été appelé à vivre, ou en tout cas se rencontrer, le gratin de l'intelligentsia mondiale, si vous voulez. C'était l'espoir fou de réunir, en quelque sorte, les meilleurs esprits de l'humanité pour qu'ensemble, ils œuvrent à maintenir la paix dans le monde. Bon, voilà, vous savez, et il y a eu, c'est pas du tout farfelu, il y avait parmi eux des gens aussi sensés que Pierre de Coubertin, que il y avait un certain nombre de prix Nobel de chimie, de la paix aussi. Donc, il y avait vraiment de grands esprits qui étaient ralliés à cette cause et qui croyaient, dur comme fer, qu'on pourrait comme ça contribuer à maintenir la paix dans le monde. Et il y avait donc tout un plan qui a été élaboré par l'architecte Ernest Hébrard, dont je vous ai parlé, si vous vous souvenez, du palais de Dioclétien à Split. Vous vous rappelez, le palais romain, le palais ville de Dioclétien en Croatie aujourd'hui, à Split. Le plan que je vous ai montré, c'était Ernest Hébrard qui l'avait élaboré à partir de ses travaux archéologiques. Donc quelqu'un d'important, hein, c'est pas farfelu Ernest Hébrard, quelqu'un d'important dans l'architecture et l'urbanisme. Et donc il a proposé, vous voyez, un projet grandiose de capitale mondiale avec des palais consacrés aux différentes activités où se seraient tenus des congrès, des assemblées, des échanges, etc. Bon, je ne peux pas en dire plus puisque voilà, et on va s'arrêter là avec, vous voyez, cet espoir fou. Une réunion s'est tenue à la Sorbonne 6 mois avant l'éclatement de la guerre. Hein. En décembre 1913, se tenait un grand colloque à la Sorbonne qui essayait de concrétiser les idées que promouvait cette association. Voilà comment l'Europe a basculé dans autre chose quelques mois après. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui et nous verrons justement l'Europe quelques années après, précisément. Voilà pour aujourd'hui.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.